Monter un habitat groupé, c'est définir l'intensité du projet collectif que l'on souhaite porter ensemble. C'est aussi baliser juridiquement le projet, et l'un ne va pas sans l'autre. Plusieurs formes juridiques sont possibles. La copropriété, la coopérative, l'ASBL ou la fondation. Toutes les quatre peuvent en plus servir de base à un montage complexe, le Community Land Trust. Alors, comment choisir ? Petit guide pour vous y aider. Prenons 4 personnages, Marion, James, Ludo et Ismaël. Partons du principe qu'ils sont en couple et qu'ils vivent avec leurs enfants, tous ensemble, dans une ferme réaménagée au sein de laquelle ils partagent, entre autres, le garage, le jardin et la buanderie. Ils vont alors typiquement se diriger vers la forme la plus simple, cadrée et connue, la copropriété. Chacun est plein propriétaire de ses parties privatives et d'une partie des pièces communes. C'est ainsi que tout habitant reste tout à fait libre de revendre son bien ou de transmettre par héritage son droit de propriété. Le nouvel acquéreur doit alors évidemment s'acquitter de toutes les taxes et frais liés. À noter, au niveau financier également, la mise en place d'une copropriété permet à chacun des acquéreurs de bénéficier indépendamment des réductions d'impôts auxquelles il a droit. Les conditions varient pour cela d'une région à l'autre. Autre atout non négligeable, les banques connaissent bien la copropriété et octroient plus facilement du financement pour celle-ci. Au chapitre gestion maintenant, toutes les règles de la vie en commun doivent être définies dans ce qu'on appelle un règlement d'ordre intérieur. C'est dans ce document que seront entre autres mentionnés les organes de fonctionnement de la copropriété, comme par exemple une assemblée générale, un syndic ou un conseil. On conclura que, dans une copropriété, la liberté des habitants prime sur le collectif. Tout habitant se sent pleinement propriétaire de son bien et reste libre de le revendre à tout moment. Le projet commun peut donc être mis à mal en cas de départ d'un des ménages. Reprenons nos personnages. Imaginons à présent qu'ils décident de créer ensemble une activité artisanale de boulangerie en faisant du pain à l'ancienne, et ils optent alors plutôt pour une coopérative. Cette structure est parfaitement adaptée pour les porteurs d'une activité lucrative, au moins partiellement. La coopérative peut devenir propriétaire de tout ou une partie du bâti. Les parts sont détenues par les habitants et des proches ou sympathisants du projet, et ils ont le droit de transmettre leurs parts à qui ils veulent sans repasser devant le notaire. Ce qui permet de belles économies pour les nouveaux acquéreurs. Avantage indéniable de la coopérative, elle ancre le projet dans une dynamique pérenne et permet aussi de mettre en place une gouvernance potentiellement très égalitaire et très démocratique. On oublie maintenant l'activité de boulangerie et on imagine que Marion, James, Ludo et Ismaël décident d'ouvrir gratuitement leur cuisine au quartier pour y créer des activités culinaires et des cafés-débats. Dans ce cas, c'est la structuration en ASBL qui va retenir leur attention. Elle est créée pour encadrer le projet. Mais attention, l'ASBL n'étant pas le meilleur outil pour gérer du bâti, il faut très souvent lui juxtaposer une seconde forme juridique, copropriété, fondation ou autre, pour la gestion de l'immeuble. Imaginons maintenant, par exemple, que Marion et James sont 2 personnes âgées, que Ludo est porteur d'un handicap et qu'Ismaël est en état de fragilité mentale. Dans ce cas de figure, c'est la fondation qui offre un cadre adapté. Elle est créée pour réaliser un but désintéressé déterminé comme, ici notamment, le bien-être de personnes vulnérables. Tout ou une partie de l'habitation peut appartenir à la fondation qui sert ainsi de socle à un habitat inclusif solidaire. Dans ce type de structure, les apports, en ce compris un terrain ou un immeuble, bénéficient d'une taxation réduite. Par contre, comme pour la SBL, les contributeurs renoncent en principe à cet apport, ce qui garantit la pérennité du projet. Question gestion, on notera que le fonctionnement d'une fondation n'est pas des plus démocratiques, avec seulement un organe d'administration à la barre et, contrairement à la SBL et à la coopérative, pas d'assemblée générale. On termine notre tour d'horizon par une dernière forme juridique, le Community Land Trust, dit CLT, qui viendra souvent se coupler à une fondation. Le CLT est utilisé dans le cadre d'une dissociation entre la propriété du sol et du bâti.
C'est ce qu'on appelle un démembrement de la propriété. Par exemple, le sol peut appartenir à la fondation et les logements à des copropriétaires. Le CLT peut impliquer d'autres acteurs que les seuls habitants, tels que les voisins et associations du quartier. En retirant le sol du marché, il favorise l'accès au logement et lutte contre la spéculation immobilière. Le collectif y est très important et est géré via une gouvernance très participative. Vous voilà mieux éclairé ? Ce qu'il faut en tout cas retenir, c'est qu'il est essentiel de définir correctement le projet collectif dès le départ. L'intensité du collectif ayant un impact clair sur le choix de la structure juridique. Des éléments clés doivent être définis en amont, comme par exemple l'autogestion ou la cogestion relative du groupe, la conduite d'une activité lucrative complémentaire à l'habitat, le but final poursuivi, etc. On notera aussi, et c'est important, que chacune des formes juridiques n'exclut pas l'autre. Il est tout à fait possible de les mixer ensemble dans une formule hybride. À chaque projet d'habitat groupé, sa structure propre, son montage juridique. Et vous le verrez, à chaque montage juridique, ces questions sociales, urbanistiques et autres à creuser. Mais ça, c'est un autre sujet.